Bonjour et bienvenue à cet exposé sur MLflow et le machine learning dans la vie réelle. On va faire cet exposé à deux avec mon collègue Davide ici. David et moi, on est tous les deux italiens, donc merci d'être patient avec notre français et d'être indulgent. Et on est aussi tous les deux data engineers à Amadeus. Amadeus, je suis sûr que vous le connaissez, c'est le leader mondial dans l'industrie du voyage. Et comme vous pouvez bien l'imaginer, chez Amadeus, on a beaucoup de données. Et avec Davide, on s'occupe de pas mal d'aspects liés à la data. On travaille sur des produits big data pour les airlines. On s'occupe de la définition et la mise en œuvre du data mesh d'Amadeus. Et bien sûr, on s'occupe aussi de machine learning avec une attention particulière sur la partie opérationnelle. Et donc, dans ce talk, c'est bien de machine learning qu'on va parler, machine learning dans la vie réelle. Et on va voir aussi comment MLflow peut nous aider pour faire de machine learning dans la vie réelle. Et on va parler aussi de Pintel. Pintel, une librairie qu'on a développée côté Amadeus pour améliorer certaines fonctionnalités d'MLflow. Donc, on parle de machine learning. Le machine learning, on l'a vu aussi dans le speech précédent, il est en train de transformer nos entreprises, transformer aussi notre vie de tous les jours. Et en effet, on le retrouve partout. On le retrouve dans la prédiction de prix, détection de spam, recommandation de produits, détection de fraude et encore reconnaissance vocale, chatbots, conduite autonome, etc., etc. On pourrait continuer pendant des heures. Donc, toutes les entreprises ont envie de faire du machine learning pour s'améliorer, être plus performants, améliorer leur business. Mais malheureusement, faire du machine learning pour de vrai, ce n'est pas quelque chose de simple. En effet, comme le dit Matej Zaharia, qui est l'auteur d'Apache Spark et MLflow, le développement de machine learning est plus compliqué que le développement logiciel classique. Et en effet, si on va comparer les deux types de développement, on voit que déjà dans le software development classique, le but c'est de respecter et implémenter une spécification fonctionnelle. Par exemple, j'appuie sur un bouton, j'envoie un message. Alors que dans le développement de machine learning, notre objectif est quelque chose d'un peu plus flou. Par exemple, optimiser une métrique. Par exemple, on veut optimiser la précision de nos prédictions parce qu'on sait que même une petite optimisation de 1%, ça pourrait amener beaucoup d'argent à notre entreprise. Après, en ce qui concerne la qualité, pour le software development classique, elle ne dépend que de la qualité de notre code. Alors que pour le machine learning, elle dépend surtout de la qualité de nos données en entrée et de comment on a configuré les algorithmes qu'on utilise. Enfin, en ce qui concerne la stack technique, normalement, pour les projets software classiques, elle est plutôt stable pendant la vie d'un projet, alors que pour le machine learning, ça fait vraiment partie du jeu de vouloir combiner de plusieurs frameworks, utiliser plusieurs librairies, parce que, par exemple, si on a développé notre modèle avec scikit-learn, mais demain, il y a TensorFlow qui sort avec un nouvel algo qui marcherait très bien pour notre use case, eh ben, on va vouloir passer à TensorFlow. Et tout cela devient encore plus compliqué si on veut aller jusqu'à la production. Parce qu'en production, les choses, bien sûr, deviennent plus complexes. Et pour mieux comprendre ça, allons regarder quel est le cycle de vie du machine learning normalement. On commence notre voyage avec les données brutes. Mais avant de pouvoir faire du machine learning dessus, on va devoir nettoyer un peu de données, les préparer pour pouvoir entraîner nos modèles. Et on passe après à la phase de training. Et c'est là qu'on va vraiment se confronter à la pléthore de frameworks qui existent pour générer des modèles de machine learning. Une fois qu'on a notre modèle, on va vouloir le déployer en production et ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des applications qui tournent dans le cloud, des web apps, des applis mobiles, etc. Et ces applications, enfin, en production, elles vont produire elles-mêmes des données qui vont enrichir nos data bruts. Et grâce à ça, on va pouvoir
mesurer la qualité de notre modèle et aussi le rentraîner. Et donc, si on se focalise sur la partie de training, on comprend bien que c'est dans cette phase qu'on va devoir faire beaucoup d'expériences, jouer avec les différents algorithmes, les différentes façons de les configurer pour améliorer, comme on a vu tout à l'heure, la précision de nos prédictions. Et en faisant ça, vu qu'on fait de la science, on fait de la data science, on a envie d'être reproductible. On a envie que nos expériences puissent être reproduites en obtenant les mêmes résultats. Et donc, on va devoir tracer tout ce qu'on fait pour obtenir ça, pour pouvoir aussi comparer nos expériences et mieux les étudier. Et on a aussi envie de collaborer avec nos collègues. On a envie de partager notre travail. Et on veut que quand moi, je partage mon code avec mon collègue, j'ai bien envie que lui, dans son environnement, lui, avec ses dépendances, il obtient les mêmes résultats. Et une fois qu'on a notre modèle, on a aussi besoin d'un format de sérialisation, un format d'échange qui soit suffisamment générique et stable pour ne pas changer à chaque fois que je change de framework. On l'a vu tout à l'heure dans le cycle de vie de machine learning, ça peut arriver, c'est normal de passer par exemple d'un framework à l'autre, de PyTorch à TensorFlow. Et on n'a pas envie, à chaque fois qu'on fait ça, de devoir recoder toute la partie déploiement, la partie qui prend en charge ce modèle et est capable de la consommer. Et enfin, si on commence à avoir beaucoup de modèles, on va sentir le besoin de faire de la gouvernance dessus. C'est-à-dire, on a besoin de savoir quelle version de quel modèle est déployée dans chaque phase et on a besoin aussi de savoir quelle expérience a généré quel modèle pour pouvoir retracer la lignée d'un modèle. Donc, on voit très bien qu'il y a beaucoup de problématiques qui sont bien spécifiques au machine learning. Et c'est donc pour répondre à ces points que côté Databricks, ils ont proposé MLflow. MLflow est une plateforme open source pour la gestion du cycle de vie du machine learning. Il s'agit d'un projet GitHub avec beaucoup de succès. Et il a presque 10 000 étoiles, une communauté très riche et très active. Et il s'agit donc d'un projet open source, mais avant tout, c'est un projet open. Open dans le sens où il est capable de marcher avec la plupart des frameworks de machine learning qui existent et capable aussi de marcher avec n'importe quel langage de programmation parce qu'il se base sur des standards ouverts, comme par exemple les REST API. Après, MLflow, il passe aussi à l'échelle très bien grâce à son intégration très bonne avec Apache Spark. Il y a beaucoup d'entreprises et organisations qui utilisent MLflow. Ils l'utilisent vraiment dans leur environnement de prod, mais aussi participent à la communauté open source avec des contributions. Ici, sur le slide, je n'ai mis juste quelques-unes, mais il y en a beaucoup plus. Mais donc, comment il fait MLflow pour répondre à tous les points qu'on a vus tout à l'heure? Eh bien, je vais laisser la parole à Davide pour voir tout ça plus en détail. Merci Generoso. Donc, MLflow. Aujourd'hui, MLflow a 4 composants principaux qui essayent d'aider un peu les data science ou les software developers ou bien encore en DevOps. Les 4 composants sont tracking, projects, registry et models. On a les premières 2 qui s'occupent plutôt de suivre l'expérience d'entraînement. Par contre, les registry et models, ils sont plutôt liés à l'aspect modèle de machine learning. Les 4 composants, ils peuvent être bien utilisés ensemble ou bien on pourrait utiliser chaque composant de façon autonome. On va voir un peu plus en détail chacun des composants. Pendant une expérience de machine learning, il y a un autre data scientist qui va effectuer plusieurs essais pour entraîner un modèle. Et chaque fois, il va utiliser soit des paramètres ou de la configuration, ou bien aussi du code différent. Donc, c'est vraiment essentiel de se rappeler quels sont les paramètres qu'il a utilisés pendant la création d'un certain modèle. C'est pour ça que MLflow offre tracking. Tracking, c'est un set d'API. À la fois, on a des API REST ou bien des API en Python, R ou Java
pour aider le data scientist à loguer les paramètres, la version du code qu'il a utilisé et aussi les métriques résultats de l'entraînement. Dans les dernières versions de MLflow, on a aussi des fonctionnalités très intéressantes qui s'appellent autologging. Grâce à ça, tout cet aspect de logging est délégué directement à MLflow dès qu'on commence et on fait start de l'expérience, et c'est MLflow qui va tout loguer pour nous. Après ça, le data scientist ou bien aussi l'équipe peuvent aller pour analyser, comparer les différents résultats pour choisir l'expérience qui a été la meilleure. Et pour faire ça, Tracking offre à la fois une API REST ou bien une UI. Comme Generoso disait tout à l'heure, en data science, il est très important que l'expérience soit reproductible. Donc, pour cela, MLflow offre un project. Un projet, c'est juste un dossier ou un repository Git qui contient un fichier avec les dépendances qu'on a pour être capable d'exécuter la pipeline et aussi la liste des commandes pour bien exécuter la pipeline elle-même. Donc, dans un projet, on a la partie code, configuration et aussi un lien vers les données qui sont utilisées. Un projet peut être bien exécuté en local sur un notebook ou bien de façon remote. Une fonctionnalité très intéressante de Project, c'est le fait qu'on peut composer plusieurs projets de façon dynamique, c'est-à-dire on pourrait utiliser les métriques résultats d'un certain modèle pour bien composer cette pipeline de façon dynamique. À la suite, on a le model registry. On a dans les différentes entreprises, en production, on a beaucoup de fois plusieurs modèles de machine learning qui sont bien déployés. Par contre, les data scientists, ils continuent à essayer d'améliorer le modèle, parce que comme on vient de voir, même améliorer ce modèle d'un petit pourcentage va amener beaucoup de résultats pour l'entreprise. Donc les data scientists, ils continuent à pousser de nouvelles versions pour ça. Et pour avoir quelque chose qui marche très bien, c'est nécessaire d'avoir une solution qui permet de manager entièrement le cycle de vie d'un modèle de machine learning. Et pour ça, MLflow offre un model registry. Donc, Model Registry, en plus, offre la possibilité d'avoir Model Lineage, c'est-à-dire de se rappeler quelle expérience et quel type de configuration et paramètres ont été utilisés pour générer cette version du modèle. Et aussi, vu que les data scientists continuent de pousser une nouvelle version de le même modèle, Model Registry permet de faire l'auto-versioning, c'est-à-dire c'est tout géré automatiquement par MLflow. En plus de ça, on aime bien automatiser toute la pipeline, donc on peut plugger des pipelines de CI/CD directement en utilisant MLflow pour bien, par exemple, effectuer soit des tests, de la validation ou bien des A/B testing pour les différents modèles. Et pour ça, Model Registry offre aussi la possibilité d'effectuer la transition de stage d'un modèle, c'est-à-dire on pourrait automatiquement passer un modèle entre les différentes phases, par exemple, dev, staging et production. Après ça, le modèle il est disponible dans Model Registry et peut être utilisé dans chaque composant de l'équipe, par exemple, directement en accédant à MLflow, ou on peut utiliser la UI qui vient avec Registry, ou bien on pourrait exposer de façon automatique ce modèle à travers une REST API. Le dernier composant de MLflow, c'est un format, c'est Model Format. Ce modèle, c'est un format de sérialisation du modèle de machine learning. Il est très important parce que dans ce format, il y a aussi la présence d'un fichier Conda qui contient toutes les dépendances qui sont nécessaires à exécuter un certain modèle
Et aussi MLflow rajoute des informations liées aux flavors qui sont supportés par ce modèle. C'est-à-dire, par exemple, un modèle TensorFlow pourrait bien être utilisé dans un DAG TensorFlow, mais à la fois, on pourrait l'utiliser dans des API Python directement. Et comme on vient de voir, le but d'un data scientist, c'est aussi d'essayer et d'utiliser plusieurs frameworks de machine learning. Et grâce à un modèle, on peut utiliser plusieurs frameworks, on pourrait dire presque tous les différents frameworks plus importants, et en utilisant l'API de déploiement automatique de MLflow, on peut exposer ce modèle soit comme un REST API dans un Docker container, ou comme un user-defined function dans Spark, ou bien directement dans du code applicatif Python. Pendant notre expérience avec MLflow, nous, on a beaucoup utilisé la partie modèle. Par contre, on a rencontré des petites limitations liées à un modèle. Comme on vient de voir, un modèle peut être exposé à travers un REST API. Par contre, MLflow ne permet pas de générer de façon automatique la grammaire Swagger. Et normalement, on pourrait utiliser cette grammaire pour pouvoir ensuite générer du code applicatif automatiquement. Un autre problème, c'est que, comme on vient de voir, ça c'est un format open, mais chaque fois, on va utiliser ces modèles dans des contextes qui sont plus ou moins similaires. Donc, la chose qui manquerait, c'est par exemple de pouvoir générer une grammaire gRPC pour pouvoir générer de façon automatique un serveur gRPC pour pouvoir exposer ce modèle dans des contextes qui sont plus hétérogènes. Comme donc Generoso nous disait tout à l'heure, chez Amadeus, on a travaillé dans cette librairie qui s'appelle Pintel. C'est une librairie écrite en Python qui se base sur le concept de MLflow model et extend un peu ce concept en rajoutant des fonctionnalités un peu plus sympas, on va dire. Première chose, on a rajouté la fonctionnalité de générer de façon automatique des modèles signature en utilisant les différents features du modèle. Donc, on est capable de générer de façon automatique la grammaire Swagger et aussi le gRPC schema. Et vu que là, on est désormais dans l'ère du cloud computing, c'est bien aussi d'enrichir ces modèles avec des métadonnées qui viennent de l'expérience qui a généré ces modèles et qui sont liées au cloud provider. Par exemple, on a rajouté des informations comme l'experiment ID, le resource group, run ID, subscription. Et aussi, vu qu'on aime les choses faites bien et on aime s'assurer qu'avant de mettre un modèle en production, on est bien capable de l'utiliser, on a rajouté un set de fonctionnalités qui permet de faire la validation du modèle avant le déploiement en production. Et là, je laisse la parole à Jenny pour un petit résumé. Merci David. Oui, du coup, au cours de cet exposé, on a vu quelles sont les difficultés quand on va faire du machine learning en production. On a vu aussi comment MLflow, avec ses composants, peut nous simplifier la vie en tant que data scientist, data engineer et aussi DevOps. On a parlé aussi de Pintel, cette librairie qu'on a développée côté Amadeus pour enrichir certaines fonctionnalités d'MLflow. Pour l'instant, Pintel est un projet interne Amadeus, mais on a déjà prévu, planifié de faire une contribution open source à MLflow pour pouvoir intégrer dans sa code base les nouvelles fonctionnalités qu'on a rajoutées, notamment en ce qui concerne la génération automatique de grammaire Swagger et aussi grammaire gRPC. Donc, sur ce, on arrive à la fin de notre exposé. Donc, si vous avez des questions, on sera bien ravis d'y répondre. Merci.
Ok, je répète la question. Niveau opération, il se place où MLflow? Est-ce qu'il contient déjà des outils, un conteneur quelque part, ou c'est à moi de mettre en place l'infrastructure, en gros, si je comprends bien? Pardon? D'accord. Alors, je peux répondre que MLflow, en fait, c'est un set d'outils. Notamment, tu as une librairie Python, tu as aussi un serveur, tu as des API REST, etc. Et c'est en gros à toi de déployer le serveur MLflow dans un container, par exemple. C'est à toi de déployer les différentes ressources de storage dont il a besoin. Là, on ne l'a pas vu, mais si on va plus en détail, MLflow a besoin de deux ressources de storage. Un database, en gros, pour les métadonnées. Et toi, tu peux choisir quel database utiliser selon ton infrastructure. Et après, tu as aussi un storage pour les artefacts, les modèles même. Et pour ça aussi, il faudra déployer. Bien sûr, MLflow, il t'offre déjà des connecteurs à quelque chose de standard comme les buckets S3 ou des storage accounts Azure, etc. Mais tu as vraiment beaucoup de flexibilité et c'est à toi de déployer et configurer ton infrastructure. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ok. Oui. Je te laisse répondre, David. Bah, il essaye justement d'être sûr que les données qu'il va recevoir sont celles-là attendues et juste avant d'aller en prod, on est encore capable de scorer le modèle en utilisant ces features. Parce que des fois, on a des modèles qui viennent interroger avec les features qui ne sont pas les bons types. Il n'y a pas tous les différents features nécessaires. Donc, on valide tout ça avant d'utiliser vraiment le modèle en production. Oui, tout à fait. En fait, il y a un an, on s'était posé la question. On avait fait une étude pour comparer les deux solutions. Et comme vous l'avez dit, c'est des choses plutôt complémentaires. Kubeflow, on l'a vu, c'est un peu la boîte outils pour les mails quand on est sur Kubernetes. MLflow, c'est un ensemble de briques et modules qui te permettent de répondre à différents problèmes du cycle de vie de machine learning. Et nous, on avait plutôt cette problématique. Nous, on avait besoin surtout de la partie qu'on a appelée models, ce format de sérialisation standard qui permet de sérialiser un modèle et le déployer. Et on n'est pas obligé de changer notre code de production à chaque fois qu'on change de framework de machine learning. Ça, c'est quelque chose de bien spécifique à MLflow. Et aussi la partie tracking des expériences, métadonnées, model registry. Au moins, il y a un an, elle n'était pas vraiment présente côté Kubeflow, où elle était en phase alpha. Et c'est pour ça qu'en fait, on a orienté notre choix sur MLflow. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses. Okay.